Alors ici, on arrive à la fin de la voie verte des supporters et il y a un projet d'une extension d'1 kilomètre à peu près en direction du centre commercial Style, d'Ikea. Devant vos yeux, le futur kilomètre de voie verte qui va être réalisé par Saint-Étienne Métropole. En l'ajoutant à la route des supporters créée à l'occasion de l'Euro 2016, les cyclistes auront 1,8 km de pistes cyclables sécurisées. Mais ce n'est pas assez pour ce Stéphanois d'adoption. Loïs Morera a un projet, créer 125 km de voies vertes sur toute la métropole. Le rêve derrière tout ça, c'est de passer d'une ville, d'une métropole de Saint-Étienne où la pratique du vélo est relativement faible, à l'une des villes les plus en pointe sur le vélo en l'espace de 10 ans. Et il faut dire que question vélo, Saint-Étienne est à la traîne. Seul 1% de ses actifs le pratiquent. À titre de comparaison, ils sont 6% à Lyon et 15% à Grenoble. Et pour Loïs Morera, le potentiel est là, dans le patrimoine historique de la métropole qui possède des kilomètres et des kilomètres de lignes de chemin de fer abandonnées. Et le projet ne s'arrête pas là. Ce passionné de vélo voit déjà sur son parcours une ouverture sur le design et le tourisme. Alors le projet il a été conçu pour valoriser le patrimoine de la ville, pour vraiment qu'il y ait un intérêt à réaliser ce réseau de voies vertes. Donc on pourra avoir des totems qui expliquent à la fois la valorisation du patrimoine du charbon, du fret, des chemins de fer, mais à la fois aussi sur le patrimoine comme le site du Corbusier architectural, mais aussi sur d'autres aspects comme le club de foot ou d'autres thématiques qu'il pourrait y avoir sur le territoire. Parcourir la métropole d'Andrézieux-Boutéon à Firminy en passant par Saint-Étienne ou Saint-Chamond, Loïs Morera s'y voit déjà. Il a la tête dans le guidon en attendant que son projet se concrétise. Au lendemain de l'annonce de la mise en place d'un permis pour gravir la voie royale du Mont-Blanc dès 2019, la nouvelle a déjà atteint le sommet des montagnes. En effet, ce mercredi matin, toutes les personnes ayant réalisé l'ascension étaient déjà au courant. Mais loin de faire consensus, les avis restent très partagés sur la question. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça va réduire le trafic sur la montagne et donc sa dégradation à long terme. Ma seule et unique crainte, c'est qu'avec un permis, ce sera beaucoup plus cher de grimper ici, parce qu'il faudra sûrement payer pour ce sésame. Ce qu'il faudrait, c'est plutôt, je pense, faire en sorte que les gens aillent avec des guides ou au moins qu'ils soient mieux accompagnés. C'est vrai qu'on a vu des choses qui sont incroyables en fait. Au niveau des équipements, c'est tout faux, les encordements, c'est faux. Ouais, ça fait un peu souci. Quelque chose il faut faire, mais je ne suis pas sûr que le permis, c'est la bonne solution, en tout cas pour moi. I'm in between. As an alpinist, Je suis un peu entre les deux. En tant qu'alpiniste, j'aspire à être libre et à grimper où je veux, quand je veux, mais je comprends bien qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui veuille faire le Mont Blanc. there's so many people going up. The main thing is safety. Le principal, c'est la sécurité, donc je comprends qu'on en vienne là. Il faudra trouver un moyen de bien différencier les touristes des vrais alpinistes. Think about who's going like tourist or real alpinist. Car aujourd'hui, de nombreuses questions demeurent, que ce soit sur la mise en place ou les modalités de cette future réglementation. Du côté des guides, ils sont très peu à vouloir se prononcer sur la question, mais là encore, le positif se mêle aux interrogations. Le dernier territoire qui reste de liberté un peu moins contraint par des lois et des règlements, c'est justement la haute montagne. Donc ce côté-là est très dérangeant. Maintenant, force est de constater que si on ne légifère pas l'accès au Mont Blanc, la publicité a été faite au niveau mondial, venez tous au Mont Blanc, c'est magnifique, c'est beau, ce que je suis d'accord, mais après réussir à réguler ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et on en arrive à des aberrations de voir des dizaines de personnes qui montent au refuge du goûter sans aucune réservation, et ça amène du danger, ça amène de l'agressivité, ça amène de l'incivilité, et c'est pour ça que malheureusement il faut accepter la règle du jeu. Je pense qu'il est très bon de ne monter au refuge du goûter qu'en ayant l'autorisation d'avoir une couchette, une place réservée. Pourtant, à ce stade de réflexion, de nombreux points sont encore à éclaircir, mais si le projet n'en est qu'à son ébauche, de nombreux efforts seront encore nécessaires avant de faire l'unanimité. Chaque année depuis 4 ans, avant de reprendre la route des sentiers, les chasseurs isérois se réunissent dans le parc de Chambaran. Réglage du fusil et ateliers sur les pathologies du gibier lors de la découpe sont au rendez-vous du salon sécurité.
On a vraiment des chasseurs de tout horizon, des gens qui viennent nouvellement formés, qui viennent s'aguerrir un petit peu au stand de tir, mais aussi des chasseurs qui ont leur arme depuis des années dans leur placard et qui se disent j'ai pas pu passer chez l'armurier, autant venir là, c'est pas très loin de chez moi et je viens faire mes derniers réglages. Avec encore 148 accidents de chasse en 2017, dont 18 mortels, la bonne préparation est dans toutes les bouches, et notamment celle des futurs détenteurs de permis. On a beaucoup été briefés sur les accidents qui se passent en forêt par les chasseurs. On entend beaucoup de choses, c'est vrai que la chasse, c'est très polémique. Et en fait, voilà, je me renseigne vraiment sur la sécurité parce que pour moi, c'est vraiment le plus important. En cette rentrée, les chasseurs ont été sous les feux des projecteurs. Le projet de baisse du prix du permis de chasse a notamment échauffé les esprits. La Fédération des chasseurs isérois temporise. Je pense qu'il ne faut pas qu'on voit les chasseurs que seulement comme des gens qui tuent des animaux. Il y a tout un système de protection, de comptage qui permet de préserver certaines espèces et qui permet aussi dans certains secteurs de ne pas chasser si les populations sont pas assez importantes. En 2017, la France comptabilisait 1,2 million de chasseurs, ce qui en fait le premier pays européen. 17 000 d'entre eux sont isérois. Les vendanges dans le Beaujolais, c'est parti, comme ici à Romanèche, sur le domaine de Rochemur, 14 hectares en brouillis, moulins à vent, chénas et villages. Cette année, pas de grêle, les conditions climatiques ont été parfaites. On a juste eu un peu d'eau pour faire profiter le raisin et ça s'est arrêté en temps voulu. On est même parti sur un sec, mais enfin, on va faire de la bonne qualité quand même. Un bon millésime. Côté main-d'œuvre, sur ce domaine, pas de problème. Il y a des habitués qui n'hésitent pas à venir de loin. Nous, on a recours à de la main-d'œuvre polonaise. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on a des Polonais qui viennent faire les vendanges. Donc depuis, on a une certaine amitié avec eux. Et du fait, on a 2-3 personnes sur place qui composent une équipe. Et ils viennent tous et eux, ils sont en famille, entre amis. Soleil super. Travail super, petit travail. C'est du partage. On est avec des Polonais, donc on partage beaucoup de choses. C'est des cultures différentes. C'est sympathique. Les vendanges dans le Beaujolais devraient durer 3 semaines. Étrange cortège en pleine forêt, les sens en éveil, attentifs au moindre son. Après une marche de 6 km proposée par le parc naturel du Pilat, une centaine de randonneurs sont invités à écouter les chanteurs d'oiseaux. Deux naturalistes dont la passion consiste depuis l'âge de 7 ans à imiter le chant des différentes espèces. On connaît les oiseaux et on essaie de transmettre justement ce bonheur simple qui est d'admirer la nature, d'admirer des choses gratuites qui sont encore là et qui font nous sentir vivants. On ne peut pas juste s'accommoder des 10 ou 15 espèces qu'on peut rencontrer sur le parcours. On fait voyager les gens, on est parti en Afrique, on a fait des engoulevents du Mozambique, on a fait des pigargues vocifères d'Afrique, on a fait des vanothéros d'Amérique du Sud. On est aussi là pour en mettre aussi dans les oreilles des gens, pour que d'un seul coup ce soit un voyage poétique et sonore. Donc on part du lieu, on part des sons qui entourent les gens et on part sur un final en fanfare de chants d'oiseaux. Récemment révélés par leur participation aux Victoires de la musique classique ou encore à la cérémonie des Molières, le duo se produit désormais partout à l'international, dans les salles de théâtre ou dans les bois, comme ici sur les hauteurs du Bessat. Il y a eu un moment, il y a des mésanges qui ont répondu, qui étaient en groupe et eux sifflent et puis les mésanges leur répondaient. Comme il y a eu peu d'oiseaux, ils ont beaucoup, eux, joué, c'était plein d'humour, ils ont imité presque des combats, des parades amoureuses et le saxophoniste était là pour jouer avec eux. Ça a été un moment à la fois très poétique et vraiment plein d'humour. Après une interaction improvisée avec les mésanges de passage au-dessus des visiteurs du soir, les deux siffleurs sont rapidement rejoints par un saxophoniste pour entraîner les auditeurs dans un univers humoristique et insolite. Vraiment extraordinaire, on avait l'impression d'être avec les oiseaux. Les frontières tombent entre l'univers musical, l'univers animal, entre les hommes et les animaux aussi. C'est un spectacle complet, c'est incroyable. Cette rando-concert est le premier événement du 12e festival Jazz au Sommet, qui programmera jusqu'au 16 septembre notamment 2 autres balades musicales. Amateurs de nature et de culture, rendez-vous samedi prochain en nocturne avec le duo de saxo DNG sur le site de Paner à Saint-Régis-du-Coin.
Quitte à vider totalement sa batterie sur l'un des parcours de l'UT4M, autant faire avancer la science. Avec plus de 80 participants, un laboratoire délocalisé sur la course mène une expérience sur la fatigue dans des conditions extrêmes. On est dans l'innovation, l'UT4M c'est l'innovation, et à travers ce labo, on continue d'œuvrer dans l'innovation, dans la recherche, dans le développement des connaissances, grâce à l'aide de tous ces chercheurs. Stéphane Poirot, 49 ans, fait partie des cobayes. Après 41 heures de course dans la catégorie extrême, le Grenoblois ne mesure pas vraiment l'impact de l'effort sur son corps. Dès qu'on s'arrête de courir, finalement, tout s'arrête. Le corps se met au repos et là, j'ai aucune douleur musculaire en fait. Ça, simplement au niveau des pieds, parce que j'ai les pieds qui ont beaucoup souffert et beaucoup de fatigue, puisque j'ai pas dormi depuis 2 jours. Tout de suite après avoir passé la ligne, le constat est le même sur tous les coureurs. Importante fatigue musculaire mais aussi centrale, soit la capacité du cerveau à commander les muscles. 24 heures plus tard, nous retrouvons Stéphane à l'hôpital Sud pour de nouveaux tests. On s'attend à ce qu'il faille à peu près une quinzaine de jours au moins pour, au niveau neuromusculaire en particulier, retrouver une fonction normale, sachant qu'il y a d'autres aspects de la fatigue qui mettent probablement encore plus de semaines à récupérer. Les conclusions finales de l'expérimentation seront affinées avec des rendez-vous dans les semaines qui suivent. Ce qui est sûr, c'est que pour une récupération totale entre 2 efforts de ce niveau, il faut compter 6 à 8 semaines.